infos d'Afrique pour le monde, les infos du monde pour l'Afrique. Ça, c'est une première, on n'a jamais entendu. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. Africa 24 Magazine vous présente un hors-série exceptionnel, Sénégal, le défi du changement. L'histoire du Sénégal, de l'Empire à la République, les destins exceptionnels des présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, le tourisme, les médias et la lutte traditionnelle, piliers de la société sénégalaise. Africa 24 Magazine vous offre une analyse unique sur l'économie du pays, les vrais chiffres de dépenses publiques, la grande révolution agricole, les projets, pouvoirs et réseaux du président Macky Sall. Africa 24 Magazine vous propose son cahier spécial CEO, les Sénégalais les plus influents du Sénégal, le classement unique de tous ceux qui valent des milliards. Africa 24 Magazine spécial Sénégal, le trimestriel de référence pour l'Afrique, est actuellement en vente chez votre marchand de journaux. Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, l'étau se resserre autour des frères musulmans. Une semaine après la décision de justice qui a interdit toute activité liée à la confrérie, tous les locaux de l'organisation ont été condamnés. Au Cameroun, au lendemain des élections législatives et municipales, l'heure est au décompte des voix. L'organisateur Elecam s'est félicité du déroulement du scrutin. Notre Afrique Magazine panafricain se renouvelle. La revue a profité du Festival international du film francophone en Belgique pour présenter sa dernière édition. Le gouvernement égyptien veut en finir avec les frères musulmans, et ce, aussi bien politiquement que médiatiquement. Une cour de justice a déclaré illégale la semaine dernière toute activité liée aux frères musulmans. Ces derniers n'ont désormais plus que 24 heures pour faire appel du jugement. Le délai vient à expiration ce mercredi 2 octobre. Passé cette date, la confrérie sera définitivement exclue de la scène médiatique et politique égyptienne. Fanny Mounichi. Portes scellées, matériel et documents confisqués. Cela fait une semaine que les bureaux du journal Justice et Liberté sont vides. Le 24 septembre dernier, la police égyptienne fermait les locaux de la publication du Parti des Frères musulmans. Depuis, plus rien, en apparence en tout cas, puisque les journalistes proches de la confrérie continuent à travailler de chez eux et à alimenter le site internet du journal. Ce que nous faisons désormais, c'est d'essayer de continuer à jouer notre rôle de journaliste afin de donner un autre point de vue au public. Le site web de la publication sur Internet a d'ailleurs une très grande audience et touche beaucoup de gens. Il renvoie à une image qu'un grand nombre de personnes et de journalistes qui soutiennent les événements du 3 juillet veulent cacher. Cette interdiction de leurs activités pourrait amener les frères musulmans à entrer à nouveau dans la clandestinité, comme cela a été le cas dans le passé. Dans les années 60, la confrérie avait déjà dû faire face à de nombreuses arrestations avant de revenir dans l'arène politique sous la présidence d'Anwar al-Sadat. Même si les frères musulmans avaient des organisations publiques, l'organisation secrète a toujours continué de fonctionner. Ce qui va se passer, c'est que leur activité souterraine va s'accroître. Mais contrairement aux années 50 et 60 où ils étaient uniquement en conflit avec le gouvernement, ils n'auront aujourd'hui pas le même pouvoir qu'auparavant. Car cette fois, ils ne sont pas heurtés qu'au gouvernement, mais également au peuple. Les employés de la publication ont lancé un appel aux syndicats des journalistes, un soutien qui pourrait ne jamais venir. Ces dernières semaines, la répression à l'encontre des frères musulmans s'est en effet intensifiée. Dernier épisode en date, la condamnation ce lundi 30 septembre d'Hicham Kandil, ancien Premier ministre du président déchu Mohamed Morsi.
Et vous venez de l'entendre, la justice égyptienne a condamné l'ancien Premier ministre du président déchu Mohamed Morsi à 1 an de prison. Hicham Kandil est accusé de ne pas avoir fait appliquer un jugement, à savoir annuler la privatisation d'une entreprise publique. Les employés licenciés n'ont alors pas pu reprendre leur activité. Avec cette décision, l'Égypte montre une fois de plus que la répression contre les frères musulmans se poursuit, comme l'analyse Qatar Abou Diab, consultant en géopolitique. On peut toujours supposer que la justice égyptienne a montré un grand professionnalisme, une grande intégrité et impartialité, mais aussi on peut soupçonner un règlement de compte politique à cause de la période de la gouvernance unilatérale des frères musulmans. Monsieur Hicham Kandil a été l'un des symboles de cette période. Peut-être il paye pour des fautes sur un plan proprement juridique, mais aussi il paye aussi le prix de sa participation au pouvoir des frères musulmans, son partage. L'heure est au dépouillement dans les bureaux de vote camerounais. Les élections législatives et municipales se sont déroulées ce lundi. La majorité des acteurs se sont montrés satisfaits par l'organisation du scrutin, même s'ils ont noté quelques imperfections. L'un de nos envoyés spéciaux au Cameroun, Djibril Fofana, s'est rendu dans un bureau de vote de Yaoundé, la capitale. Au lendemain du double scrutin législatif et municipal au Cameroun, l'heure est au bilan. Après des votes dans la sérénité, les opérations de dépouillement ont aussitôt débuté après la fermeture des bureaux de vote. Ici, dans le centre de vote de la commune de Yaoundé 1, minutieusement, le président, les représentants des candidats décomptent les voix dans une ambiance bon enfant. Et en attendant la proclamation officielle des premiers résultats, au niveau de l'ECAM, l'on se félicite déjà du bon déroulement du scrutin. Notre première préoccupation, c'est de voir tous les bureaux de vote ouverts à l'heure et fermés à l'heure. Tout cela a été enregistré normalement et au moment où je vous parle, nous avons enregistré pour environ 7 régions déjà un taux de participation qui avoisine les 80%. Donc globalement, ça s'est assez bien passé en dépit de quelques petits couacs qui ont été enregistrés et qui sont inhérents à ce type de scrutin. Pour ces élections, ce sont environ 10 000 observateurs à majorité nationaux qui étaient présents sur tout le territoire national. Eux aussi ont salué la qualité de l'organisation du scrutin. Le scrutin s'est passé dans la sérénité. Nous n'avons pas enregistré d'accidents ou de cas de violence dans les différents partis de bureaux de vote que nous avons enregistrés. Nous pouvons dire que sur ce domaine, la sécurité, la paix et la sérénité, ça s'est bien passé. Du côté des partis politiques en lice, même s'il est encore trop tôt pour se prononcer sur les résultats, ils se rejoignent sur un point. Ce scrutin, en dépit des imperfections, a présenté des gages de transparence avec notamment la biométrie. Je me réjouis que ce scrutin se soit déroulé globalement, d'après les nouvelles que nous avons, dans la sérénité, dans la tranquillité, en dehors de quelques petites taquineries vraiment mineures. Il faudrait donc s'en réjouir, mais aussi nous avons constaté une très bonne organisation, ça a été fluide. Après 2 semaines de campagne où la sérénité et la concorde ont prévalu, les votes se sont déroulés dans le même esprit. À présent, les regards sont tournés vers la structure en charge des élections pour la proclamation des premiers résultats officiels. Gageons que les différents partis politiques en lice sauront se montrer à la hauteur de l'enjeu et se plier au verdict des urnes. Le Cameroun, affecté par la perte d'une personnalité emblématique. Il était le chef supérieur du canton de Deido. Sa Majesté Saka Ekwala, président en exercice du Ngondo, la fête traditionnelle du peuple Sawa, est décédé mercredi dernier. La date de ses obsèques n'est pas encore fixée. C'est un sujet signé Hortense Assaga, Jean-Célestin Edjangué et Djaranjai. On le surnommait de Gaulle à cause de sa taille imposante et de son franc-parler. Saka Ekwala Saka Gaston Claude Emmanuel, chef supérieur du canton d'Aïdo et président en exercice du Ngondo, est décédé mercredi dernier à l'hôpital général de Douala des suites de maladie. Il laisse l'image d'un personnage peu commun. De toutes les manières, quand on est chef supérieur d'un canton, on représente ce canton au
niveau de la traduction. Donc De Gaulle, c'était son petit nom, il était le chef supérieur des Daido, et à ce titre, la plupart des Daido se reconnaissant à lui. Ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que c'était un chef assez controversé. Daido était un canton très divers, dans ce sens que là-bas, il y a rarement des positions très alignées. Donc, tout en étant le chef, je pense qu'il y avait dans le canton d'Edo des poches de résistance par rapport à ces différentes démarches et points de vue. Sa Majesté Sakai Kuala s'est fait remarquer ces dernières années par des prises de position fermes concernant certains aspects de la vie quotidienne dans son canton d'Edo. Non, pas les minutes de la fin. Il y avait eu un problème à la suite du décès d'un jeune homme poignardé par soi-disant un mototaxi et qui avait soulevé des risques entre les mototaxis et la population de l'Edo. C'est à la suite de ça que les mototaxis n'ont plus accès pour le moment à l'Edo. Voilà. Il y avait plus des positions assez tranchées défendant le terroir, savoir vis-à-vis de ce qu'ils appelaient des gens venus. Chef supérieur du canton d'Edo dans l'arrondissement de Douala 1er depuis 1977, Sa Majesté Sakai Kuala était le digne successeur de Frédéric-Henri Eitel Kuala Isaka d'Edo, son père qui régna de 1939 à 1977. La date des obsèques de Sa Majesté Sakai Kuala, décédé à l'âge de 73 ans, devrait être fixée juste après le double scrutin organisé au Cameroun ce lundi. Le président sud-africain Jacob Zuma entame ce mardi sa visite officielle au Sénégal. Selon un communiqué de la présidence sénégalaise, les deux présidents signeront des accords de coopération. Les questions internationales seront également abordées. Le chef de l'État sud-africain doit ensuite se rendre sur l'île de Gorée mercredi avant de quitter le Sénégal le 3 octobre. Le Festival international du film francophone de Namur en Belgique a débuté le 27 septembre et il se poursuivra jusqu'au 4 octobre. L'occasion pour le partenaire de l'événement, le magazine panafricain Notre Afrique, de présenter sa nouvelle version. Lancée en 2010, la revue veut donner une image plus positive du continent. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Paul Dessingwe. Le magazine Notre Afrique renforce sa participation avec le FIF, le Festival international du film francophone de Namur. Pour la 28e édition du FIF, le magazine panafricain a élargi sa participation au festival. Cette année, il récompense le meilleur acteur du festival. Notre Afrique récompense le meilleur acteur à travers le Bayard d'or du meilleur acteur du festival, qui est doté d'un prix de 1 000 €. Et donc cet acteur fera également l'objet d'un article, d'un portrait dans les colonnes du journal. Et le FIF principalement parce que c'est un vecteur aussi de rassemblement, d'intégration. Et nous avons essayé autour de cet événement fédérateur d'apporter une touche africaine, une touche sentimentale, une touche d'ouverture et une touche panafricaine. Créé en 2010, le mensuel panafricain Notre Afrique peint un visage positif de l'Afrique tout en soulignant les efforts qui restent à faire. Sa devise, les trains d'Afrique qui arrivent à l'heure. Même si le magazine se porte plutôt bien, cependant, il fait face à une compétition rude. Le créneau des magazines panafricains ayant connu un essor considérable ces dernières années. Une situation qui a amené le magazine Notre Afrique à se redéfinir. Une nouvelle formule présentée pour la première fois au Festival international du film de Namur. La 28e édition du Festival international du film francophone de Namur coïncide avec la nouvelle formule du magazine panafricain Notre Afrique qui s'est traduite depuis septembre sur le double plan formel et sur le plan du fond. Donc au plan formel, nous avons relooké la maquette et nous avons retravaillé sur les rubriques. Et je pense que cette nouvelle formule est un peu plus appréciée de nos lecteurs et de nos abonnés. Notre Afrique soutient également le projet « Il faut sauver le Ciné Gimbi ». Un projet qui récolte des fonds pour la réouverture de la dernière salle de cinéma au Burkina Faso.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.